Eh bien bonsoir à tous et à toutes, ici Abdel Bond. On se retrouve ce soir pour une vidéo triquite de James Bond. Demain ne meurt jamais, non. Demain dès l'aube je partirai, meurt un autre... Enfin on s'en fiche du titre, c'est un truc avec... Non, idiot, le titre. Mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ce mec? D'où il sort? Mais va-t'en ce Lucifer! No time to die, pas le temps de mourir. Starfall mais qu'est-ce que... Allez, on avance là. Il y a des apniques de dingue, moi j'y comprends rien moi. No Time to Die, voilà le film du dernier, le titre du dernier film de James Bond sorti en salle obscure. On va pas faire comme les autres mecs, on s'en fiche. Disons qu'il a connu pas mal de pépins, de galères, après un retard en report. Il devait sortir en avril 2020. On connaît tous la raison de ce report, mais il y a aussi un différend avec l'ancien réalisateur, je ne me rappelle plus du nom, mais en 2018. Et il a eu raison, il a eu le nez fin parce qu'il a eu un différend artistique avec les producteurs. Ces rangs de cuir, et je pointe un flingue sur eux, j'en ai rien à faire moi. Ces rangs de cuir qui ont fait une chose innommable. On va tout spoiler ce soir, on n'a rien à faire à la fin de ce film. Et donc ce mec il s'est dit mais c'est ridicule, moi j'ai rien à faire dans ce projet. Et donc il est parti, à juste titre, c'est le mec de Trou Détective là. Trou je sais pas quoi là, le grand trou, le petit trou de Ben, la barre plutôt, je parle pas du trou, enfin bref. Un nom japonais, je sais plus quoi, et qui a fait la série avec le mec d'Interstellar. Et donc... Le découpage, idiot, le découpage, il était bien? Le découpage, ouais, découpage. On va parler du découpage mec en peignoir, tout simplement. Avant de parler de découpage, on va parler des qualités, ou plutôt de ce film. Est-ce qu'il faut aller le voir? C'est ça la question qu'on doit se poser. Et croyez-moi que c'est une question que je me pose encore aujourd'hui, c'est-à-dire que 24 heures après avoir vu ce film, je me demande si No Time to Die, c'était pas aussi Time to Live ou Time to Never sortir ce film dans Ever, quoi, parce que sinon, sinon, il a des qualités, on va parler des qualités, on va pas faire les rabat-joie, les rabougris, on va parler de ses qualités du film, bien évidemment, il a un œil, le mec qui a fait ça, il a un œil de cinéma, à n'en point douter. Il y a quelques phases, quelques scènes qui je pense, intéresseront les plus cinéphiles, hein. En parlant de découpage, il se passe des choses, et en parlant de découpage, je trouve que justement le film est bien rythmé. C'est pas que je trouve, parce que je vous ai pas dit le fin mot de cette histoire, c'est que je ne suis pas allé hier, maintenant, voir ce film, je suis allé avec le James Bond national, le véritable James Bond, qui fera certainement une apparition exceptionnelle aujourd'hui, ce soir. Je suis allé avec Joachim James Bond, c'est tout simple pour le plus vite, idiot, plus vite, j'en peux plus. Un Magnum Python 357, comme celui de mon mentor, Simon Leski. Donc on reprend cette critique, ou plutôt je n'ai pas la prétention d'appeler ça critique, hein, je laisse ça aux experts de cette chaîne. Flavien, si tu nous écoutes, écoutez, je vous dis la vérité, c'est que j'ai flingué Flavien, et j'ai flingué DG. C'est pour ça que la chaîne me revient de droite, tout simplement. J'ai flingué tout le monde, tout simplement. Et donc ce film, Demain peut attendre, ou Mourir peut attendre, voilà, c'est ça le titre, Mourir peut attendre. Croyez-moi qu'on attend durant ce film en voyant tout ce qui se passe. On va faire une petite rétrospective. Écoutez, il n'y a pas vraiment d'ordre ni de cheminement, on a l'improvise, vous le savez très bien. On va faire une petite rétrospective de James Bond, de cette déconstruction qu'ont voulu faire les producteurs, les scénaristes, avec ce Daniel Craig. Déjà on peut discuter de ce choix du Daniel Craig, bien qu'il a, je pense, des talents, des qualités d'acteur, bien évidemment. Est-ce qu'il avait les épaules, avec sa carrure d'athlète et d'Apollon, est-ce qu'il avait les épaules pour porter ce costume de James Bond? C'est là toute la question. Écoutez, on a vu justement ce travail, ce Ronnie, comment ça s'appelle, ce Mourir peut jamais, ou Jamais peut mourir, ou Demain peut attendre. C'est la conclusion de ces 15 années, d'un point de vue idéologique, je dirais, sur ce qu'ont voulu faire tout simplement les mecs, les ronds de cuir derrière ce film, c'est-à-dire qu'ils ont voulu
un peu tuer cette icône qui est James Bond, cette icône un peu misogyne, un peu machiste, mais surtout viril, surtout masculin. Ils ont voulu le tuer en film par film, en lui mettant des sentiments, une sensibilité, quelque chose qui justement sort du cadre, sort du lot. On se dit, est-ce qu'on a vraiment face à nous un James Bond ou on a une lavette, il faut le dire. Parce que, excusez-moi, ce qui se passe dans ce film, c'est pas honteux, puisque pour les puristes, ça s'est déjà produit auparavant. En tout cas, il y a déjà... C'est intéressant parce que ça s'est déjà produit avec, au service de Sa Majesté, je crois, avec un acteur qui du coup n'a fait que ce film. J'ai oublié le nom, c'est pas Tim Dalton, celui d'avant. Un truc, là, un mec qui n'a pas fait la postérité, malheureusement pour lui. Mais dans ce film, il a, figurez-vous, une femme, alors que justement James Bond était connu pour être un Don Juan. Quelqu'un qui ne s'attache pas, puisque ce personnage ne peut pas s'attacher de par sa vie, de par ce côté tragique, il faut le dire, ce côté presque inhumain, c'est-à-dire que voilà, il ne peut pas avoir une vie humaine tout simplement parce que il n'est pas humain, c'est un héros dans le sens classique du terme. Et donc c'est ce qu'ils ont voulu un peu déconstruire, parce que je dirais que ce James Bond, au final, c'est presque un perso... c'est un symptôme, c'est un capteur, un marqueur d'une époque, tout simplement. C'est pour ça que ça avait, je pense, réussi. Malgré que moi, je vais peut-être me faire tirer dessus, mais je vous attends, mais j'ai jamais trouvé les James Bond exceptionnels. Les GoldenEye, etc., les GoldenEye même. Et tout ça, tous ces films, j'ai trouvé très finalement... des films banals de consommation, voilà, des films d'action qui, par moments ont eu des moments de bravoure, des moments de grâce, mais aussi par d'autres moments, des moments ridicules. On avait atteint, pour moi, le pinacle du kitsch et du burlesque avec le dernier film de Pierce Brosnan dans la glace, avec l'autre, là, je sais plus comment il s'appelle, il fait de l'escrime à Paris, il se retrouve à faire de l'aquagette avec sa Aston Martin sur les pics de glace, sur les routes de glace. On comprend rien. On passe dans un avion avec des portes coulissantes qui s'ouvrent, on se croira dans Star Wars. Après, c'est un film, franchement, c'est l'escalade. C'est vraiment... je comprends pourquoi ils ont voulu, entre guillemets, revenir et recentrer et faire un espèce de reboot avec cet arc Daniel Craig en 2015 avec Casino Royale, on va en parler. Mais du coup, ça... C'est justement, ça fait pas une contradiction, mais ça fait qu'est-ce qui se passe là? Tu passes devant, mais c'est qui celui-là? Idéo. Mais tu me coupes en plein milieu, là, j'étais en train... N'oublie jamais... Et qu'est-ce que tu vas nous faire, là? Tu vas faire un spectacle? Du découpage. Le découpage idéo. On dirait le mec de Big Lebowski, là, tout part à volo ici, c'est énorme. On va parler du découpage, mais avant de parler du découpage, je fais une petite rétrospective, mec en peignoir rouge, écoutez, alors... Donc, comme je le disais, on se retrouve en 2015 avec Casino Royale, qui est un espèce de reboot. Avec c'est justement, ils ont voulu revenir et recentrer le personnage de James Bond en quelque chose, justement à l'incarner peut-être de quelque chose de plus humain, de lui donner une jeunesse, de lui donner ses premiers faits d'armes, alors qu'avant c'était quelqu'un, un agent expérimenté, puis voilà, on s'en fichait un peu de son histoire. Même si, heureusement, ils ne nous ont pas fait le coup des flashbacks de son enfance, etc., parce que alors là, ça aurait été un coup d'épée dans l'eau, tellement que ça aurait été inutile. Mais donc on se retrouve avec ce James Bond un peu, certes, bien évidemment, comment dire, il a fait déjà ses classes d'armes, mais on le suit durant sa première mission, justement, dans sa mission il va avoir ce double matricule 00, le premier 0 voulant dire qu'il a tué justement sa première cible et que le deuxième 0, l'autorisation de tuer sa deuxième cible. Et du coup, c'est ça que ça veut dire, sans parler du fait que ça aussi veut dire, d'après Ian Fleming, les deux yeux de la reine. Écoutez, les deux yeux de la reine, on est très content de le savoir, mais c'est pas ça la question, Geneviève. La question, c'est qu'on suit ce bon Daniel Craig dans je dirais que c'est sans aucun doute le meilleur film de cette saga, on va dire, de ces 15 dernières années. Avec un antagoniste, on va parler de l'antagoniste de ce film. Croyez-moi que j'ai jamais eu cette sensation de me faire rouler dans la farine
par un méchant, par un personnage, en me disant mais qu'est-ce qu'il fait là, mais c'est une honte. Ce Rami Malek là, qui faisait Francis McQueen dans le film éponyme, là, Francis McQueen. Enfin bref, ce Rami Malek, c'est d'un ridicule, on n'y croit pas, on ne sait pas d'où il sort, on ne sait pas ce qu'il veut faire. Et il dit, en gros, et enfin j'aurai ma revanche. Mais de quelle revanche tu parles, mon petit gars? Parce que qu'est-ce que t'es à part être un mec qui aime se déguiser en Candyman? Parce que voilà, le film commence. Avant de parler du film, du pré-générique, on va parler justement de tous ces films Casino Royale avec ceux qui voulaient un peu aussi mettre à l'avant le spectre, cette organisation avec des méchants iconiques, le chiffre, bien évidemment. On le sait tous qui incarne le chiffre dans Casino Royale, Mads Mikkelsen, qui je trouve est très bon dans ce rôle. C'est, je pense, le meilleur antagoniste de cette pas trilogie, mais de cette quintuplogie. Et il y a aussi des scènes iconiques, hein. La scène de poker est énorme, la scène avec tout l'arc avec Vesper. Et on va trouver cette Vesper. Et pour trouver cette belle Vesper, il va falloir user de la ruse. Mais il y a aussi la scène où il se fait torturer les parties. Et ça, croyez-moi que lorsqu'on est dans notre position, ça nous chatouille. Assis sur notre siège, ça nous chatouille quand même. Et un bon film, je dirais pas un chef-d'œuvre, faut pas abuser, mais bon, au vu de la qualité de cette saga, de ce grand morceau qu'est James Bond, on peut le dire que c'est un chef-d'œuvre. Et après, il y a eu Quantum of Solace, Skyfall, avec c'est bien évidemment cette musique d'Adèle. D'ailleurs, petit aparté pour la musique d'Adèle, pas pour la musique d'Adèle, mais la musique de James Bond. Puisque c'est finalement très lié avec aussi tous les James Bond, c'est qu'il y a un cahier des charges même pour la musique, c'est-à-dire ce thème, bien évidemment pas composé, mais arrangé par John Barry en 1962. J'ai mes petites fiches, vous les voyez pas, mais j'ai mes petites fiches. Qui est arrangé d'un thème de Norman Monty ou je sais pas quoi, qui avait fait une musique qui s'appelle Good Scene, Bad Scene, je crois. Allez écouter, c'est à mourir de... Bah, au final, cette musique qu'il avait composée pour un autre film, et il a carrément le thème qu'on connaît tous, hein, le Mi, Sol, Mi, Ré. Merci. Mais donc ce fameux thème, eh bien il y a toute une composante bollywoodienne, on peut le dire, et on se retrouve en Inde, dans le marché indien, etc. Donc, et qu'est-ce que je voulais dire? Et donc ce thème, comme je le disais, il y a bien évidemment ces accords en neuvième, les gun barrels, comme on dit, qui sont lancés avant que James Bond y fasse son truc iconique, tac tac, hop, il tire. On entend les accords ta ta ta, hop, qui voilà. Parce que la musique, on va en parler de ce fumier de Hans Zimmer. On va le fumer un jour ou l'autre, parce que celui-là, il nous prend vraiment pour des idiots, pour des vaches à lait, parce qu'on a compris son système de composition. Hein. Toute sa musique, on va pas critiquer, il a fait des choses mémorables, Interstellar, etc. Inception même, mais bon, le plus gros de sa musique, c'est quand même pas mal qui est lié à ses banques sonores. Et je sais pas si vous avez vu des vidéos de ce fameux Hans, où il nous montre ses installations, mais c'est des ordinateurs, des super PC de la NASA, et il y a au moins 200 millions de gigas de banques sonores. C'est normal que ça en jette. Mais sinon, d'un point de vue de composition, voilà, quoi, c'est très simple. Il a posé ses cuivres et je sais pas quoi, ses corps emblématiques au thème de James Bond. C'est ridicule son travail sur ce film. C'est vraiment le néant absolu. Et donc on se retrouve, donc pour tout ça pour dire qu'il y a ce fameux thème qui a son cahier des charges, les accords de neuvième, cette mélodie iconique, etc. On avait retrouvé ces accords de neuvième, etc. dans le thème d'Adèle, et même dans le thème de Billy Elliot, la Billie Eilish, qui justement accompagne ce film. Mais on s'écarte quand même pas mal des autres choses, notamment la montée chromatique qu'on connaît tous, et etc., etc. Tout ça pour dire que ce film ose aussi par moments de sortir des sentiers battus, mais on sent que quand même il y a eu cette équation un peu épineuse à gérer, c'est-à-dire qu'il fallait qu'on reste dans un James Bond tout en essayant de sortir de ce carcan qu'ils ont voulu s'imposer eux-mêmes au final, puisque bon, personne, je pense, n'avait trouvé, ou plutôt personne n'avait rouspété dans le fait que James Bond était comme ça, que les films de James Bond étaient comme ça, et puis voilà.
Sauf que là, je sais pas pour quelle raison, mais peut-être pour suivre une tendance, et etc., pour un peu surfer sur la vague. Au final, c'est un peu tout ce qu'a été James Bond, au final. C'est un peu aussi un film qui a su utiliser les ficelles de son époque pour se réinventer, si on peut le dire, etc. James Bond qui va dans la Lune, etc. Mais croyez-moi que ce film, il va pas sur la Lune, il va autre part. Il va loin, mais qu'est-ce que je voulais dire? Et donc, ce cahier des charges dans ce film, on le sent. On sent que voilà, il y a ces fameuses blagues, il y a ce fameux ton, cet humour finalement assez anglais, moi qui m'insupporte, mais qui colle pas du tout avec ce personnage de Daniel Craig, on n'y croit pas. C'est le mec, il tire toujours la même tronche, comme ça, énervé, il fait des blagues comme ça, en scène, sur des scènes. Très étrange, parce qu'on va parler d'un moment... faudrait peut-être parler de ce film à un moment donné. Écoutez, on va parler de ce film, qui fait suite, bien évidemment, à Spectre. Moi, déjà, quand on m'a dit qu'il y avait un film entre Skyfall et No Time to Die, j'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie pour que j'en ai pas eu vent, parce que voilà quoi, je regarde quand même James Bond, mais ce Spectre sorti en 2017 par Sam Mendes, il m'est complètement sorti par de l'esprit. J'avais même pas eu connaissance que ce film était sorti. Donc moi je comprenais pas déjà de base lorsque je suis parti voir ce film. Déjà je vois Léa Seydoux, etc. Je me dis d'où elle sort, pourquoi comme ça, de but en blanc, à la fin de Skyfall, elle était pas là, pourquoi il est avec elle maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il est devenu dépressif, le pauvre. Mais on va comprendre pourquoi par la suite. Et donc on a ce fameux pré-générique qui n'a rien à voir d'ailleurs avec le reste du film, puisque bon là le réalisateur s'autorise à faire un slasher, comme je vous disais, un espèce de Candyman très épuré, tout dans la neige, tout en blanc, avec ce fameux masque en blanc. Assez, je dirais assez classique, efficace, surtout pour la transition et le truc qui jouait, le rapport de l'eau entre Madeleine Swann, le personnage incarné par Léa Seydoux, et justement ce fameux traumatisme, et c'est comme ça qu'on la reconnaît par la suite. Donc pourquoi pas, j'ai envie de dire, de faire ce pré-générique. Mais par la suite, on se retrouve en Italie, dans une petite ville dont j'ai oublié le nom. Et là, ça commence directement, on va spoiler, là, on a rien à faire, ça commence déjà avec les banalités, son nom. On a James Bond, qui se balade avec Madeleine Swann et qui se retourne simplement, il se retourne, il a vu quelque chose, il se retourne, et l'autre qui lui assène directement, t'es encore attaché à ton passé, le mec, tu regardes par ton épaule, c'est-à-dire que t'es rattaché à ton passé, il faut maintenant se détacher. Le mec a simplement dit, il me semblait avoir vu quelque chose, c'est bon, calme-toi. Et je commence dès les premières minutes, elle me sortait par les yeux, toujours à faire sa psychologie de trottoir, là, plutôt de trottoir, de bar, voilà. Et donc, ce fameux passé, c'est cette fameuse Vesper dont James Bond était éperdument amoureux dans Casino Royale en 2015. C'est peut-être le seul film, ou plutôt le seul moment où James Bond, il y a eu cette espèce de fil, pas fil conducteur, mais cette cohérence, ou plutôt le fait qu'on retrouve plusieurs personnages à travers les films, quoi. Il y a eu le Dr White, justement le Dr White qui est le père de cette Madeleine qui meurt dans Spectre, mais dont il meurt en plus en se suicidant. Tout ça n'a pas de sens, mais c'est pas la question. Et donc on se retrouve dans cette fameuse ville d'Italie, il va justement se recueillir sur le cimetière de Vesper, ça fait très Hitman 2, c'est pour les connaisseurs. Donc quand ça commence en Italie justement, et là Hans Zimmer, il joue du violon comme on dit. Et là, la tombe de Vesper explose. La tombe de Vesper explose, et là, James Bond, il se dit, je me suis fait trahir par cette gourgandine de Madeleine Swann, il faut que j'aille tout de suite enquêter. Et là, je dois l'avouer, il y a une belle course-poursuite dans ces rues, il y a des beaux moments d'action, il y a des belles cascades, etc. Et tout ça conclut à une fameuse scène déchirante, certainement, où James Bond, il amène Madeleine, cette pauvre Madeleine, et il la fait monter sur le train, et il lui dit tu vois cette tête, tu vois cette tronche, plus jamais tu la reverras. Et là le train démarre, et c'est une magnifique pub pour la SNCF qui démarre par la même occasion, et donc on a le générique, etc. Et là c'est parti pour un scénario à la Metal Gear, mais franchement,
Quand je vous dis un scénario à Metal Gear, c'est Metal Gear 1 sur MSX avec 3 lignes. Et ils ont fait tout un scénario sur ces 3 lignes, tellement que ils étirent. En parlant-en aussi de la durée de ce film, 2h43, c'est trop long, c'est bien trop long pour ce que ça raconte. Tout ça, c'est l'histoire d'un mec qui c'est un vieux dinosaure. Il n'y a pas que ce film d'ailleurs, c'est bien marqué. On en parlait avec le mec au peignoir rouge, mais il y a aussi Star Wars 8 qui a fait tuer un certain personnage. Mais c'est toute une tendance où les films d'aujourd'hui, pour justement se délester, se séparer de leur passé, etc., certainement parce que le temps a changé, l'époque Time War has changed, comme le dirait un certain personnage, eh bien ils font tuer leur perso. Parce que dans ce film, ils font tuer ce perso, on verra bien. Mais donc, il y a ce côté-là, cette non-subtilité dans le propos entre le fait que James Bond c'est un vieux dinosaure, un vieux monsieur qui vit dans une époque, qu'est-ce qui se passe ? C'est Michael Jackson qui fait un mélo, qu'est-ce qui se passe ? Le découpage, oui je sais, les découpages, quoi d'autre ? La vidéo est trop longue. Bah ça oui, mais bon... Le découpage. Le découpage. Le découpage, effectivement, les découpages, comme je vous le disais, très, très efficaces, bien rythmés. Le montage, rien à dire. Mais c'est pas la question. Là, je parle plus d'un propos, sur les thèmes abordés, sur ce que veut raconter le film plutôt que le découpage. Il y a quelques moments, on va en parler de ce découpage, il y a quelques moments agréables et cinéphiles, j'ai envie de dire. Un certain plan à la fin qui fera plaisir, mais assez bizarrement, il y a beaucoup de références à Metal Gear Phantom Pain. Si c'est pas l'autre Hurberlu qui cite, c'est moi, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de séquences qui ressemblent à Phantom Pain, notamment lorsqu'on a les membres de Spectre qui infiltrent un bâtiment, une espèce de laboratoire du MSX là à Londres ou je sais plus où, un laboratoire caché. Ça ressemble vachement au Xof, à la tribu, pas la tribu là. Au régiment là, du Xof à l'hôpital au début d'MGSV, ça ressemble vachement. Mais qu'est-ce qui se passe ? Mais tu vas te calmer, fumier, écoutez là. Et donc, il y a aussi une autre scène, bien évidemment, un certain plan séquence, un certain plan long, je pense plutôt. Excusez-moi si je n'ai pas le bon vocable, mais un certain plan à la fin où tout est fait d'une seule traite. On suit James Bond caméra à l'épaule, une fameuse scène où il monte justement des escaliers très Metal Gear Solid 1, et c'est assez bien fait, c'est bien réalisé, bien exécuté, il n'y a pas à dire. Il y a une autre scène qui m'a pas marqué. Ah si, il y a une scène qui m'a marqué, je me suis dit c'est trop gros là, c'est pas possible, c'est typiquement tiré de Phantom Pain. On a James Bond qui a la même échelle de plan que durant le trailer, ou plutôt la fin de la mission 46, quand on a Big Boss qui fume son cigare, quand on a cette échelle de plan sur la moto et sur le visage de Big Boss, là c'est pareil que James Bond sur sa Jeep, il manque plus que le lens flare à la fin, c'était ça quoi. Donc tout ça pour dire qu'il y a quelques moments bien sentis, mais sinon assez convenus, assez classiques quoi, mais bon, pas la question, nous on va parler du scénario. Et donc de ce fameux scénario après, on se retrouve, comme je vous le disais, dans ce laboratoire. On a ce scénario à Metal Gear, 20 ans en retard. On a une espèce de virus, Foxdie, parce que c'est vraiment, il copie ce principe où il cible l'ADN des gens pour les tuer. C'est-à-dire que les mecs, ils ont joué à Metal Gear Solid 1 hier, ils se sont dit mais c'est génial en fait, et puis voilà quoi. Et donc durant tout le film c'est ça, c'est des termes pompes. À un moment donné je me suis dit c'est Kojima qui a écrit, parce que c'est des séquences, franchement on comprend rien, ils utilisent des termes pendant 5 minutes d'ADN, de nucléotiques et tout ça là. C'est inutile, ça sert pas du tout le propos, tout ça pour dire que ça cible les gens, etc. Et donc on a ce fameux virus qui se balade dans la nature et qui est à chaque fois volé, on sait pas qui est vrai, on sait qui est derrière la tête, mais bon, il y a aussi ce côté stupide des persos, surtout des ennemis, on en reparlera peut-être, mais c'est vraiment ça n'a pas changé. Mais surtout, et là on va peut-être faire une petite coupe et parler de ce personnage, du fameux soi-disant, de cette fameuse bonne dame qui devait justement prendre la relève de 007. Le découpage vidéo. Le découpage.
Mais on va en reparler du découpage, vous inquiétez pas, le découpage. Donc on est reparti pour parler, on est reparti 500 pour reparler de cette bonne dame dont j'ai oublié le nom, cette actrice qui a fait jaser et que même Daniel Craig avait fait une citation, ou plutôt une remarque en disant que les femmes ne devaient pas incarner 007 parce que justement les femmes devaient inventer leur propre perso, ce qui n'est pas bête en soi, mais bon, c'est pas la question. Et donc on se retrouve justement face à face à comme je vous disais, cette volonté de confronter le passé face au présent, le côté moderne au côté ancien, en disant que James Bond c'était voilà vraiment le vieux dinosaure qui était dépassé, rien que dans ses choix de voiture, il prend toujours. C'est vraiment dans ce côté, dans cette subtilité. Hein. Le James Bond qui a les vieilles Aston Martin, les D5, les DB5 et la nouvelle 007 qui a les nouvelles voitures. Quoi. C'est tout ça pour vous dire. C'est ça la subtilité du film. Et donc on se retrouve face à face à ces deux personnages et c'est là pour moi ils sont suicidaires parce qu'ils nous ont fait ils ont pris le risque de faire ça. Je dis très bien, pourquoi pas, allez, soyons fous, mais mettez les charrues, mettez les pleins gaz. Et tout ça pour faire quoi? Pour que cette dame, elle soit une empotée, une incapable, une incompétente, sans nom. C'est-à-dire qu'à chaque fois que James Bond la surplace, la supplante dans tout ce qu'il fait. C'est-à-dire qu'elle, au final, elle est toujours à la traîne, toujours en retard par James Bond. Elle fait l'émission les plus ingrates. Elle suit un mec pendant 40 minutes. En arrière-plan, on voit même pas ce qu'elle fait, on la voit plus. Elle suit un mec en voiture pendant 24 heures, super. Et pendant que James Bond fait les trucs les plus dangereux et les plus dingues. Et c'est ça à nouveau 007, et ben dis donc. Et tout ça, alors qu'il y a eu, à un moment donné, je me suis dit peut-être il y a un espoir avec cette fameuse cubaine, Écoutez, déjà on comprend rien, pourquoi on est à Cuba? On est à Cuba pour une simple raison, c'est que James Bond est retiré sur une île, peut-être Martinique ou je sais pas quoi, le mec il capture deux beaux rougets, ça il faut le dire. À un moment donné il m'a fait plaisir parce qu'il est sorti de l'eau, et il avait deux beaux gros rougets avec lui, et ça j'ai dit, ça c'est un connaisseur parce que les mecs qui mangent du rouget c'est pas n'importe qui. Donc il sort de cette eau avec ses rougets, et là on l'appelle, mais c'est pas n'importe qui l'appelle. C'est Felix Leiter. Felix Leiter qui sait, j'en sais rien. Il appelle, il lui dit « Écoute, on a besoin de toi James Bond, c'est la catastrophe, il y a une tache sur ma chemise, mais avant d'avoir une tache sur ma chemise, il y a surtout une nouvelle fois la fin du monde qui va arriver, il n'y a que toi qui peux nous sauver. » Et James Bond qui dit « C'est fini pour moi, je suis à la retraite, je pêche des rougets maintenant, laissez-moi tranquille. » Et là, il y a justement cette nouvelle James Bond lapsus, pas cette nouvelle James Bond, mais cette nouvelle 007 qui fait apparition dans cette boîte de nuit, parce que oui, il se retrouve dans une boîte de nuit, et qui voilà, le fameux truc très classique qui la tamponne. Et il y a ce fameux jeu de regard, etc. Truc vraiment bas de plafond, je crois, enfin bref. Et donc il se retrouve à l'emmener chez elle. Là on se dit voilà, James Bond qui reprend une poêle de la bête, mais pas du tout, puisque celle-ci lui dit, elle lui enlève sa perruque et lui dit de manière très ironique et très humoristique, j'ai eu un petit sourire. Non, j'ai pas eu du tout un sourire, j'ai jamais ri devant ce film, il faut le dire, mais il lui dit je pensais que tu avais enlevé autre chose par rapport que ta perruque. Et là il se rend compte que c'est la nouvelle 007, et enfin bref, on lui présente sa mission, on lui présente que le virus Foxdie était enlevé par Spectre. On lui dit que c'est la fin du monde puisque ce virus, on ne sait pas ce qu'il fait, mais apparemment il était dangereux. Et donc James se dit, c'est pas mes affaires, moi je pêche des rougets. Et ben le lendemain, on ne sait pas pourquoi, si on sait pourquoi, voilà. Mais je ne me rappelle plus. Mais il appelle Félix, il a dit allez c'est bon, comptez-moi dessus, j'arrive. Il lui dit ok, tu vas retrouver un avion, tu vas voler à Cuba, puisqu'il y a le scientifique, le docteur Magnard, celui qui a créé le virus Foxdie, enlevé par Spectre, qui se retrouve là-bas et qui finalise ces trucs, et donc tu dois l'enlever, c'est le capturer, et le rapatrier, etc. avec le virus. C'est ce qu'il fait, il lui dit tu vas rencontrer une bonne femme, une bonne dame à ce Cuba, il lui donne une adresse, il y va,
Et là, je me suis dit, c'est pas que je me suis dit, on s'est tous dit là, dans la salle, on se dit, voilà, ça, ils font plaisir. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est que cette bonne femme qui s'appelle Paloma, je crois, Paloma Cruz, qui très pimpante, très charmante, très, comment on dit, voilà, qui est dans la veine des anciennes James Bond girls, eh bien, on la voit plus on la voit, on va dire, durant 2 séquences, où elle fait son impression, on s'attache à elle quand on se dit, ouais, elle a quelque chose, cette dynamique entre ce vieux James Bond, où il n'y a aucune émotion, rabougri, le mec, ça se voit, il se fait totalement, il s'ennuie, ça se voit, ce Daniel Craig, il en peut plus, il fait comme ça, allez, donnez-moi un vodka martini sans cuillère, avec le shaker, là. Le mec, il en peut plus, donnez-lui une seringue, donnez-lui plutôt un boost d'énergie, parce que là, ça se voit, il arrive en bout de course, le pauvre. Donc on s'est dit, avec cette dynamique entre cette Paloma, ce James Bond, peut-être qu'il va se passer quelque chose. Un cocktail, j'en sais rien, et bien bref, on la voit plus, on sait même pas où elle part. Et donc il retrouve ce Blumsfeld, qui était un ancien méchant des derniers films. C'est pour ça que je vous disais que voilà, il y a une espèce de cohérence de fil durant toute cette saga, on va dire. Et donc, bizarrement, il y a tout Spectre qui est là, tous les agents de Spectre. Et il y a un espèce de gaz qui s'échappe du plafond. Et là, tu as tous les agents de Spectre qui meurent, sauf James Bond. Car justement, ce fameux scientifique a changé au dernier moment le code génétique de son vaccin, de son virus plutôt. Et qu'il a en plus mis la capacité de faire des multi-cibles, c'est-à-dire qu'avant c'était vraiment un truc spécifique et un seul individu, maintenant il peut cibler toute la planète entière. Donc c'est chaud quoi. Mais enfin bref, donc il arrive à le capturer, donc c'est pour ça que je vous disais c'est ridicule, puisqu'il y a aussi la 007. Puisque oui, James Bond au début du film ne travaille plus pour le MI6 mais pour la CIA. Eh oui, coup de poignard dans le dos. Mais il travaille pour la CIA et donc il y a cette 007 qui arrive sur les lieux, qui arrive trop tard. C'est Mr Bean, je suis désolé, mais c'est l'agent secret Mr Bean, elle se prend les pieds dans tout, à croire qu'elle n'a jamais fait de mission, quoi. Elle a vraiment ce côté ridicule, je trouve, de bout en bout. On lui donne des tâches ingrates, elle n'a pas le beau rôle, et c'est ça qui est étrange, alors que il me semblait que le propos justement c'était de faire valoir que le 007 était un terme matricule et que justement tout le monde pouvait l'avoir, c'était pas qu'il y avait le costume ne sciait pas qu'un homme, mais au final le film va totalement aux antipodes de ce propos, donc pourquoi? Alors, j'ai envie de dire, ça nous prend en surprise, pourquoi pas? Mais pas que, mais enfin bref, il vole ce scientifique, il va sur un bateau avec ce Felix Leiter, et il y a un agent Logan H, je crois qu'il s'appelle, insupportable. Je sais pas pourquoi ils l'ont écrit comme ça, c'est un mec qui sourit tout le temps, il parle pas, il sourit tout le temps, et en plus il a une tête, il ressemble à Dexter, à la croisée entre Dexter et Chucky, c'est ridicule, le mec sourit tout le temps, et dans les moments les plus délicats, il sourit, il fait oui, et hop. Et donc on se rend compte que c'était un traître à la solde de Spectre, mais pas vraiment de Spectre, parce que le méchant, dont la subtilité du nom va encore vous épater, puisqu'il s'appelle Luciferius, je sais pas quoi, donc pour vous dire que c'est le mal incarné. Et donc il travaille à la solde de ce mec. Et le bateau coule, on se retrouve dans le Titanic, et là on a une scène encore ridicule où Felix Leiter meurt, mais j'ai jamais vu, c'est que des morts nuls. Je crois qu'ils ont pas vu qu'ils étaient en train de faire une parodie parce qu'il meurt. C'est à la limite si c'était vous savez dans les sketchs des inconnus, c'est-à-dire que quand quelqu'un mourait, il passait la main à travers ses yeux et il y avait ce décalage entre les yeux et le fait quand il fermait les yeux, quoi. C'est pareil, c'est une mort tellement nulle. Et donc on a ce thème qu'on entend de ce Hans Zimmer, et là je me suis dit mais il se moque de nous, c'est pas possible, puisque ce thème en vérité c'est la même progression d'accords qu'il avait utilisé pour Batman Begins, je crois, de Nolan. Le même accord, la même progression, franchement je me suis dit mais il a aucune idée en fait, depuis 20 ans il nous arnaque, il nous rodka, mais c'est ridicule, ça marche même pas avec ce film, ça marche pas avec James Bond tout simplement. Et donc James Bond sort de l'eau,
Et donc, après, voilà, il se retourne à Londres, il dit en fait, on se fiche de moi, parce que il se dit, parce que oui, le virus, le vaccin, là, de ce truc, ça va être trop long cette vidéo, je sens, je veux pas aussi tout résumer, allez le voir, voilà, tout simplement, mais en gros, je vais plutôt faire les grosses lignes. En gros, James Bond, il se rend compte que Madeleine Swann ne l'avait pas trahi, donc il se rabiboche avec elle, il se rend compte qu'elle a une fille, alors là très bizarre, parce qu'il se rend compte qu'elle a une fille, elle lui dit Mordicus, elle lui file Mordicus, non, c'est pas ta fille, non, mais il lui dit mais elle a mes yeux, elle lui dit non, c'est pas ta fille, on dit calme-toi, ok, on a compris, c'est pas sa fille, donc durant tout le film on croit que c'est pas sa fille, sauf qu'on sait que c'est sa fille, et coup de Trafalgar, à la fin, toute fin, oui c'était ta fille, mais super. Et donc on a et franchement ridicule, le James Bond on voit ils ont voulu lui donner ce côté père, ça marche pas avec ce perso, déjà avec Daniel Craig, aucune émotion, le mec, il est debout comme ça, au pas de la porte, il dit à sa fille, sa prétendue fille, bonne nuit, mais ça va faire des cauchemars, moi si je vois un mec comme ça me dire bonne nuit, il est comme ça, les bras croisés, il lui dit bonne nuit. C'est Terminator, quoi, le mec. Et donc, il lui prépare son petit-déj, à croire bientôt il va lui donner le biberon, c'est James Bond. Et donc, il s'enfuit, parce que voilà, ils se font rattraper par ce fameux Rémi Gaillard Malek, Luciferius, c'est Skullface, franchement. Même Skullface était beaucoup plus pertinent et imposant dans son rôle que ce mec. J'ai jamais vu un mec aussi invisible, aussi mou, aussi bancal, aussi nul, aussi ridicule. Tous les adjectifs que vous voulez, mais ce perso est transparent de bout en bout. On comprend pas son objectif. Le mec se retrouve sur une île présupposée appartenir à son père. On s'en fiche complètement. Ça fait des références à d'anciens films, mais tellement que c'est mal imbriqué, surtout que ça ne sied pas du tout au personnage. Ça tombe sur l'eau, ça tombe à l'eau. Et donc, même les motivations, on ne comprend pas rien, s'il veut tuer la planète, s'il veut avoir sa vengeance, on ne sait pas ce qu'il veut, le mec, il a un virus, et alors, qu'est-ce que tu veux faire avec? On ne sait pas. On se retrouve, en plus, on ne sait pas pourquoi, il y a des Russes dans toute sa base, ils parlent russe, donc très bien. Et donc, avant de parler de cette base, parlons de cette base, parlons de cette fin de film, parce que ça arrive à la fin. C'est une scène... c'est délicat de parler de ce qui va se passer. Si vous avez envie de voir le film après tout ce que j'ai dit, franchement, chapeau. Parce que là, là on touche le fond, c'est que James Bond, il se fait atteindre par le Fox Die, et que ce Fox Die, il a l'ADN de sa mère, pas de sa mère, de sa femme, de Madeleine Swann et de sa fille Mathilde. Et donc s'il les approche, tout simplement elle meurt. Et donc il se dit, je vais mourir avec cette île. Et là on a une scène à la MGS3, il monte pendant une échelle, et il sort de l'échelle. Il voit, c'est vraiment de... C'est mal amené, quoi. Il monte, il voit le ciel, il voit les missiles arriver, il a un talkie-walkie par la Madeleine, il lui dit écoute, je vais mourir ici. Elle lui dit mais on a toute notre vie, on peut peut-être fabriquer un vaccin. Fait attends, ne meurs pas, t'as déjà fait des trucs beaucoup plus dingues. Il lui dit non, cette fois-ci c'est la bonne. Je dépose l'arme. Et elle lui dit tu sais qu'elle a tes yeux. Il dit je sais. Et là voilà. Et donc là il meurt, il explose avec l'île, c'est ridicule. Il meurt, j'ai jamais vu une mort aussi. Il n'y a aucune émotion, quand on n'est pas triste, on dit mais tout ça pour ça, mais il fiche de nous en vérité. En plus tout ça pour tuer un James Bond, mais James Bond, on s'en fiche complètement puisque c'est pas nouveau que les James Bond à chaque fois c'est un nouveau qui vient, donc c'est censé dire quoi? C'est censé que c'est une fin d'une époque, que maintenant les prochains films, ça va être une nouvelle ère, sauf que cette nouvelle ère, elle est morte dans l'œuf, puisque dans son film, elle était censée être incarnée par cette nouvelle 07, qui elle-même dit est-ce qu'on peut donner ce matricule à James Bond parce que je me sens pas de le porter?
et etc. Donc en vérité, ils veulent en venir où avec ce film? J'en sais rien. En tout cas, au bout de ces 2h43 ou 47, on voit une scène. Alors là, je me suis dit, mais ils creusent encore plus loin. On voit une scène, on voit un verre de whisky ou de je sais pas quoi, de vodka martini posé sur une table. Et là, ils disent, trinquons à la santé de James. Ils trinquent, ils disent, allez maintenant au boulot, ils partent. Et là, on a Madeleine Swann qui est dans sa voiture et qui dit tu veux que je te raconte une histoire à sa fille? Et tu veux que je te raconte l'histoire de James Bond? Elle dit oui. Et, clap de fin, moteur, au revoir, merci. C'est comme ça que ça finit. 15 ans, tout ça pour arriver à ça, c'est franchement très douche froide, déception. C'est pas douche froide parce que bon, comme je vous disais, moi, ça restait des films d'action, mais je n'étais pas un grand fan assidu. Peut-être pour les fans qui voyaient ces films, ils se disaient, je sais pas qu'est-ce qu'ils disaient, qu'est-ce qu'ils trouvaient à ces films, ils trouvaient des choses, ça c'est certain. Donc conclusion, c'est écoutez, allez voir ce film avec cet avertissement, c'est que bien sûr, il est bien réalisé, pas très bien, mais il est bien réalisé. Le découpage est efficace. Le montage, etc. Pas vraiment de moments... Assez bizarrement, le rythme est assez correct. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment des moments où ça s'étire, à part les moments où vraiment c'est quand il se lance dans les discussions scientifiques, c'est vraiment assez... c'est vraiment trop long. Et déception ultime, la Omega. La Omega, ils ont fait toute une campagne promotionnelle pour nous présenter cette magnifique montre, et au final on la vend même pas 2 secondes, elle sert à rien. Et très déception, mais je vais peut-être laisser parler l'expert de tout ça, parce que je sens qu'il en a gros lui aussi. Bonsoir messieurs, dames, bonsoir Idéo Pyjama, bonsoir DG, je me joins à cette critique, cet avis qui est donné amicalement, chaleureusement à nos viewers, puisque je suis un grand admirateur des romans de Ian Fleming. Et comme je le dis toujours lorsque je parle de la saga James Bond est un personnage un peu farfelu, dans un univers un peu farfelu, mais comme toute la production de ce genre anglaise, c'est à la fois bourré de propagande subtile et d'informations pertinentes et intéressantes sur le paradigme géostratégique, politique et plus globalement sécuritaire anglais. Donc c'est pas pour rien que la saga James Bond est située pendant la guerre froide et que ça a marqué toute la saga de romans. Le personnage de James Bond, je tiens à vous le dire, est un personnage fascinant, tout farfelu soit-il. Ian Fleming est un expert dans son domaine, c'est un haut gradé de la Navy. Il sait de quoi il parle quand il parle d'espionnage, il sait de quoi il parle quand il parle de renseignement, il sait de quoi il parle quand il parle de problématiques sécuritaires. Et surtout, c'est quelqu'un qui a bourré ses livres de symboles, tous plus intéressants les uns que les autres, dont le premier est Casino Royale. Et je vais donc faire un avis très court pour parler de ce No Time to Die, pour vous dire que Casino Royale est adapté pour la première fois, je parle pas de l'espèce de parodie qui est sortie dans les années 50-60, je sais plus exactement, en 2006, et que Casino Royale pour moi, je vous dis, j'adore Sean Connery, j'adore Pierce Brosnan, Dr No est l'un des meilleurs films de tous les temps, GoldenEye est l'un des meilleurs films de tous les temps, mais Casino Royale est le meilleur James Bond, en tout cas je parle pour moi. Pourquoi ? Parce qu'ils ont réussi à prendre James Bond, le sortir du contexte de la guerre froide de Casino Royale original, de réécrire l'histoire, et en même temps de garder à la fois le symbolisme omniprésent dans le roman de Fleming, et en même temps avec ce personnage de Daniel Craig qui est un James Bond de dingue, qui est crédible, qui n'est plus vraiment farfelu et qui marche dans des murs pour les casser, qui tue des gens, et c'est énorme. Quel sacré film. Allez voir Casino Royale, c'est un chef-d'œuvre et c'est clairement l'un des meilleurs films de tous les temps, et c'est une adaptation absolument fidèle, en tout cas dans sa substantifique moelle, et je dirais même dans sa quintessence, pour reprendre un vocabulaire alchimique, puisque Casino Royale est bourré de symbolique alchimique. C'est un film fidèle au roman. Et suite à ça, c'est la dégringolade. Il y a eu Quantum of Solace, qui est un excellent film monté sous cocaïne. Je crois qu'on bat le record de 1 plan tous les dixièmes de seconde, ça donne envie de vomir. Il y a eu ensuite Quantum of Solace, donc ensuite il y a eu Skyfall ou Spectre, non, je crois qu'il y a eu Skyfall. Pas intéressant pour moi. Spectre, encore moins intéressant. Et là, il y a No Time to Die. On s'est dit, c'est le dernier James Bond. Le dernier film où il y aura le James Bond viril.
le dernier film où il va se passer des trucs de dingue. James Bond va-t-il tuer des ennemis de la couronne? Va-t-il aller toucher des gourgandines de par le monde pour une raison strictement professionnelle, qui est de collecter du renseignement, collecter de l'intel, comme on dit, au MI6. On salue nos amis du MI6. Eh bien non, James Bond à la fois bosse pour la CIA, puis en fait il bosse pour la couronne, et en fait il bosse pour lui-même, et en fait il bosse pour Léa Seydoux. Et je vais pas m'attarder sur ce film, je voulais vraiment juste, parce que ce film ne le mérite pas, je me suis dit qu'ils allaient garder le coup de la James Bond femme là pour plus tard, mais en fait non, c'est la 007, c'est une femme. Alors je connais pas les règles de recrutement des forces spéciales anglaises, mais il me semble que pour être un 00, il faut avoir fait partie des SAS, à vérifier. Là je parle pas de la réalité, je parle de la logique interne des romans de James Bond. Les 00 normalement c'est des anciens des SAS, donc les forces spéciales anglaises. Je sais pas s'ils acceptent les femmes chez les SAS, mais en tout cas la nouvelle 007 est une femme. Et du coup au début c'est marrant parce que James Bond lui fait des remarques. Il lui dit bah écoute c'est quand même moi 007. Et puis ensuite le film fait un revirement puisqu'il lui laisse conduire la voiture, il lui laisse conduire l'avion, il se passe des trucs très bizarres, le scénario tombe complètement à l'eau, la première heure est fascinante, le montage, la réal sont aux petits oignons. Et là on comprend que le film est soumis à un agenda politique assez douteux, qui reprend des thématiques qu'on connaît depuis 20 ans. Je pense qu'Hideo Kojima dessus en a parlé avec Fox Die, un virus qui cible les gens. Et je raconterai pas la fin pour pas spoiler, mais disons que c'est la dégringolade, il y a des petits moments émouvants, et jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'en fait on s'est fait complètement avoir et que James Bond est déjà parti. La seule chose qui sauve ce film, je vous l'ai dit, bon, réa, montage c'est super, mais on s'en fiche en fait si le film ne dit rien, c'est Daniel Craig, son charisme, il est bien là, c'est toujours James Bond, mais je comprends pas en fait que il y a James Bond, le vrai 007, il y a 007 femme. Là, il y a Q qui dit, il y a un avion de dingue, et James Bond, il conduit pas l'avion. J'en suis resté là, je vais même pas aller plus loin. J'ai envie de vous dire que Casino Royale, c'est quelque chose. Allez voir Casino Royale. Et No Time to Die, je suis désolé. Je suis désolé pour les femmes, les fans, non seulement de James Bond, mais aussi des films d'espionnage en général, puisque c'est pas vraiment ce à quoi on a affaire. Et j'en suis très déçu. Et mention spéciale à la Omega Seamaster 300 qui aurait dû avoir une place centrale et qu'on voit que hors focus. Elle est floue. Et c'est avec grand désarroi qu'on est sorti de cette salle de cinéma hier soir avec Hideo Kojima déçu. Et je pense qu'on peut dire que James Bond c'est terminé.